Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de Bourse Attitude. Nous allons parler ETF pendant à peu près une petite heure. On va avant toute chose essayer de liker, si vous regardez la vidéo replay, essayez de liker la vidéo, ça nous arrangerait bien. Et puis disclaimer, on n'est pas conseiller en investissement financier. Donc tout ce qu'on pourra dire dans cette vidéo, ce n'est juste à titre indicatif. Et puis voilà, on essaiera de discuter ensemble de plusieurs façons d'investir dans les ETF, comment on fait pour les choisir, surtout de quoi il faut se méfier, de quoi on se sert exactement dans l'ETF, construire un portefeuille. Voilà, on va essayer de caler ça dans l'heure. Si ça dépasse, on refera une deuxième partie. On va essayer de pas faire une vidéo trop longue, voilà. Donc surtout, vous n'hésitez pas, coupez pas vos micros. Surtout, n'hésitez pas à intervenir si vous avez besoin de poser des questions. Et puis, écoutez, on va partir. Allons-y. Alors, pourquoi on investit avec des ETF déjà tout simplement parce que on part sur une gestion, on va dire passive. C'est-à-dire que plutôt que de choisir des actions vifs à titre vif, on va essayer d'utiliser des outils qui vont regrouper un panier d'actions. Donc c'est pour ça que on parle de tracker, parce qu'en fait quand un fonds d'investissement qui s'appelle un ETF suit un indicateur, un indice, il essaye de récupérer, de suivre les indices, l'indice qu'il veut suivre, par exemple le CAC 40, en achetant les actions, et il crée une part. Et cette part, l'investisseur indépendant, l'investisseur particulier ou même des grandes institutions peuvent acheter cette part. Donc grâce à cette part, en fait, on achète pour le CAC 40 les 40 actions disponibles dans l'indice, avec des pondérations spécifiques qui représentent la capitalisation boursière des entreprises dans l'indice. Alors ensuite, je change de slide. Alors pourquoi on parle justement de gestion passive? Alors là, on a utilisé 2-3 mots. Alors, j'avais mis une page sur le Wikibéa qui traite de cette portion de gestion. En fait, on peut considérer qu'on a une gestion active, une gestion passive. Donc grâce à l'utilisation d'ETF ou alors d'actions, mais on peut mixer les deux, bien sûr. Rien ne l'empêche pas l'autre. Mais parce qu'en fait, on se rend compte que quand on utilise, quand on se fait notre portefeuille d'investissement en actions, eh bien, on se rend compte qu'on a tendance à sous-performer les marchés. Alors ça, c'est sur du très long terme, parce que sur court terme ou sur très court terme, on peut battre largement les marchés. D'ailleurs, plusieurs membres le font très bien d'ailleurs. Mais sur long terme, c'est beaucoup plus dur. Et à tel point que lorsque l'on utilise des données spécifiques, alors je vais essayer de récupérer mon écran, hop, des données Spiva. Alors c'est un organisme en fait. Donc là en fait, Spiva c'est quoi? C'est un organisme qui fait partie du Standard & Poor's, de Standard & Poor's. Donc en fait, il recense les statistiques des investisseurs, que ce soit des institutionnels, voire même des particuliers, mais là c'est des grandes institutions en fait qui investissent. Donc là on se rend compte que sur l'Europe, on a 92,84% des investisseurs qui sous-performent le marché. Il y en a quand même 7,16 qui arrivent à battre le marché, alors sur 10 ans. On parle sur 10 ans. Au niveau des États-Unis, en fait, c'est pareil. Le S&P 500, il y en a que 7,8% qui arrivent à le battre. Alors là, c'est bon, là, on voit l'écran? Ouais, là, c'est bon. Merci. Ok. Donc là, je disais, là, 92,84% n'arrivent pas à battre le marché. Pareil aux États-Unis, on est dans les mêmes proportions. Donc là, on est même sur du 15 ans. Le Japon,
font un petit peu mieux, les investisseurs particuliers ou même les investisseurs en actions, on va dire. 15,54 sur 10 ans. Donc on s'en rend bien compte qu'en fait, battre le marché, c'est pas évident. Alors pourquoi alors on assimile ça de la gestion active. On pourrait pas l'opposer à la gestion passive, mais là on va se le permettre. Donc la gestion passive, donc on va utiliser des ETF. Alors les ETF en eux-mêmes, donc servent à acheter le marché, en gros. Donc quand on achète le marché, on achète on achète pas des titres vifs, donc on regroupe les actions. Donc en gros, eh bien, on se fiche des mouvements des actions et on utilise des trackers pour suivre le marché. Voilà. Hop. Alors ça me Ouais, va pas. Michael, je sais pas si tu l'as précisé, mais quand Oui, on investit dans un ETF, on est propriétaire, c'est ça, d'une part des actions? c'est ça, tout à fait. Alors en fait, il y aura deux types d'ETF, enfin deux types de réplication. Enfin, il y en a même plusieurs, mais enfin, il y a deux grands types de réplication. La réplication synthétique et la réplication physique. Alors, je vais regarder si je peux trouver quelque chose. Alors, ta question porte sur ça. Donc, quand on a en réplication physique, en fait, on a l'ETF réplique donc les actions qui sont dedans. Le CAC 40, quand tu es en réplication physique, eh ben l'ETF a les 40 actions au sein du fonds. Par contre, quand tu es en réplication indirecte ou synthétique, donc là, le fonds n'a pas les actions. Par exemple, si tu veux répliquer le S&P 500, pour être éligible au PEA, il faut que l'ETF passe par une technique qui s'appelle la réplication synthétique et ils utilisent des swaps. Donc c'est des contrats d'échange. Et pour faire ces contrats d'échange, il faut que le fonds investisse à 75% sur des sociétés européennes, dans des sociétés européennes. Donc du coup, je ne sais pas si on les a. Voilà, c'est ça, c'est ici. Donc 75% des actifs du fonds sont européens. Et à partir de là, donc, tu n'auras pas le S&P 500, mais tu auras des actions du fonds, enfin des actions européennes dans le fonds. Je réponds à ta question. Ouais, c'est bon, ouais. Après, Mais du coup, quand c'est synthétique, c'est-à-dire que. Enfin, ils possèdent pas directement les actions US, ça j'ai compris, mais du coup, ils possèdent des actions dans l'Union, mais ils oui, arrivent à c'est ça, répliquer à la tout à fait. performance du S&P. En fait, le fonctionnement, le fonctionnement de c'est que quand ils font alors là c'est le TF en réplication synthétique, voilà. Donc en gros, la société de gestion se crée un panier de collatéral, donc ils appellent ça un panier de substitution. On le retrouve sur les ETF, ce panier de substitution, dans certaines documentations d'ETF, ils Ouais, les mettent. j'avais déjà vu ça, mais j'ai pas trop compris en détail. Voilà, et en fait c'est ça. Le panier de substitution, c'est les actions qu'achète le fonds. Par exemple, ils peuvent acheter du L'Oréal. Enfin, c'est des actions généralement qui sont hyper liquides. Ils peuvent revendre tous les soirs parce que les swaps sont remis à jour généralement à la fin de la journée, à la fin des marchés. Ils clôturent le contrat d'échange, le contrat de swap, et le lendemain, ils en recréent un autre. Donc en fait, dans ce panier, ils achètent que des actions européennes qui sont hyper liquides. Et avec la liquidité qu'ils récupèrent, donc ils s'adressent à une contrepartie. Généralement, c'est des grosses institutions bancaires. Donc là, typiquement, la contrepartie, j'avais été voir juste avant, la contrepartie du BNP. Non, je crois que c'était non, Amundi. J'avais été voir, c'était la BNP, je crois. Je sais plus où je l'ai vu. Contrepartie, voilà, vous voyez. Là, chez Amundi, je crois que c'est la Société Générale et le Crédit Agricole, il me semble. Hein. Aucune idée.
Je crois que ouais, Amundi, ça doit être la Société Générale et le Crédit Agricole. Donc ils font appel, tu vois, à une autre banque, la BNP, pour établir un contrat d'échange de performance. Donc en gros, ce contrat, ça permet de récupérer la performance d'un autre tracker, enfin d'un autre indice, le S&P 500 par exemple, et ça permet entre autres voilà, je reviens. Une fois qu'il a constitué le panier de substitution, il s'adresse à la banque, par exemple, si on prend le même exemple pour la Mundi, donc la banque qui fait le swap, c'est la BNP. Et du coup, les liquidités partent à la BNP, il récupère la BNP donne la performance du S&P 500, le rendement du S&P 500, et c'est un échange tout au long de la journée. Par exemple, si le panier de substitution a une valeur plus élevée que l'indice, et bien dans ce cas-là, la contrepartie donne plus de performance à la société de gestion, à l'ETF. Et inversement si c'est dans l'autre sens. À la fin de la journée, le contrat est terminé et ils refont un autre contrat le lendemain. C'est comme ça que ça marche les contrats de swap. Avec entre autres au milieu des participants autorisés là. Donc généralement c'est ceux qui c'est des entités pareilles, des institutions qui permettent de constituer les liquidités qui permettent à la société de gestion d'échanger les performances après avec le contrat de swap. C'est un peu compliqué, mais bon. Je sais pas si je suis clair. Bref. Ça va, c'est un peu plus clair déjà. Ouais, ça va. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc en gros, en réplication directe ou physique, l'ETF a les actions qui sont répliquées. Dans un ETF synthétique ou à réplication indirecte, c'est des actions européennes et c'est la performance de ces actions qui sont échangées avec une autre entité bancaire. C'est ce qu'on appelle le swap de performance. Et ils s'échangent des performances pour obtenir la réplication de l'indice. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, je me posais la question si entre les ETF synthétiques ou directs physiques, oui. Ça faisait bouger les frais de gestion selon selon justement le type de réplication, quoi. Ouais. Généralement, les réplications directes, en fait, ils ont moins de frais de gestion parce qu'ils n'ont pas justement les intermédiaires qu'on vient de citer. Parce que plus t'as d'intermédiaires au milieu, et à chaque fois, ben, ils se récupèrent une partie des fonds qui sont échangés. Hein. Ils ont un spread à chaque fois, et ils récupèrent une partie. Ils se payent comme ça avec les montants qui sont échangés. Donc une réplication directe. D'ailleurs, on le voit très bien hein, quand on va sur des S&P 500 de l'étranger, enfin hors euro, hors zone euro, eh ben on retrouve des frais de gestion à 0,07, c'est 0,1%, c'est très courant. Alors que chez nous, alors l'avantage c'est qu'on peut aller sur les marchés américains grâce à de la réplication synthétique. L'inconvénient c'est que forcément avec plus d'intermédiaires, eh ben il coûte plus cher. Voilà. Mais ça nous offre la possibilité de gagner de l'imposition aussi avec le PEA. Vu que t'as pas d'impôt sur le revenu, t'as que les taxes sociales à 17,2 du PEA. Qui compense largement d'ailleurs on avait fait un calcul avec des membres qui compense largement la différence de frais entre un physique et un synthétique d'ailleurs. Ceux qui veulent faire de la gestion passive, généralement on utilise des ETF. Même si on peut faire de la gestion passive avec des actions en direct, hein, ça pose pas. L'un ne va pas sans l'autre également. Hein. Alors, on vient d'en parler du coup, les différents types de réplication, physique et synthétique. J'aime pas trop physique, enfin, je préfère direct et indirect parce que synthétique, bon,
ça connote des fonds un peu, enfin, la nébulosité dans la réplication, alors que c'est tout à fait, c'est plutôt clair, quoi. Alors, on n'a pas parlé aussi, mais il y a plusieurs types d'ETF, hein. On appelle ça des ETF en action, en obligation. Et alors, la particularité, c'est qu'il y a aussi des ETF, mais ça s'appelle pas des ETF, ça s'appelle des ETC, donc C pour commodities, sur les matières premières. Qui n'ont, alors, c'est pareil, il y a une page sur le Wikibéa qui traite de ça. En fait, ce ne sont pas des ETF à proprement parler parce que ça fonctionne sur des contrats à terme, des contrats futurs. Donc c'est assez délicat parce qu'il y a quand même des effets, l'effet contango et backwardation sur la gestion des prix d'achat et les futurs prix de vente. Donc c'est plutôt délicat à gérer, mais ça permet de mettre et de s'exposer aux matières premières, aux métaux précieux également, c'est le même principe. Et bientôt, même c'est sur le Bitcoin également, c'est le même principe. Donc sur le pétrole, par exemple, ça serait Ouais, sur le contrat futur, le prochain contrat futur, quoi, le plus proche, quoi, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Il y a même des contrats futurs. Alors c'est daté, hein. Tu as des contrats futurs qui sont à échéance beaucoup plus loin que demain, après-demain. Il y en a qui sont au mois, il y en a qui sont à 6 mois. Alors bien sûr, hein, il y en a pas beaucoup. Plus tu te rapproches de la date, vous avez bien vu, hein, des fois sur les contrats futurs, quand on va voir un peu comment ça se passe, plus on se rapproche de la date et plus on se rapproche du prix spot. Et ça marche beaucoup avec aussi les prix du BTC. J'avais été voir ça un jour sur le futur, du futur BTC. Et, euh, et on voyait bien, par exemple, il y en a, ils mettaient des contrats futurs à la fin de l'année, en 2021, et les contrats futurs étaient à 100 000 euros à l'époque. Fin d'année 2022. Ouais, ça fait un peu beaucoup, non? Ouais, ils les voyaient tous à 100 000 balles, hein, à un moment donné, hein. C'était la grosse mode. Et salut à tous. Et juste par rapport à ce que tu dis sur le contrat futur, Oui. Ce qui est super intéressant, et c'est là où il faut faire gaffe, c'est que comme Mika a dit, c'est des ETF pour autre chose. Donc autant le prix de l'or, du pétrole et du sable d'à côté, on connaît à peu près, autant les contrats futurs sur des cryptos ou des trucs un peu chelous, tu peux te retrouver avec des effets bien hardcore à essai hanche, quoi. Ah et ouais, ça, il faut faire super gaffe. Avec les arrivées des ETF, on va avoir le droit à des trucs assez marrants qu'on va on va mettre le nez dans les compos, quoi. Ah oui, complètement. D'ailleurs, quand on commence à mettre le nez là-dedans, il faut vraiment lever le capot, hein, je le dis souvent. Justement, on en avait discuté plusieurs fois par rapport au Bitcoin. Il faut vraiment, déjà, la première chose à regarder, c'est de regarder s'ils en ont dans le coffre-fort, quoi, en gros. Comme les ETF qui répliquent l'or, eh bien, le plus gros, je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle plus de son nom. Il faut regarder l'actif sous-jacent qui soit bien dans leur coffre, quoi. Enfin, c'est comme le Bitcoin, hein. C'est pareil, hein. J'imagine que les BlackRock qui vont lancer du Bitcoin, ils en ont quand même dans leur système, hein. Je sais pas s'ils stockent sur des ledgers, j'en sais rien, mais enfin bon, il faudra au minimum qu'ils en aient, hein, parce que sinon, ça peut provoquer des sacrés problèmes. Lorsque vous voudrez récupérer vos ETF vendre vos ETF, s'ils en ont pas dans le coffre, ça peut poser des problèmes, quoi, de liquidité, et puis voire même impossible de récupérer ces fonds, quoi. Donc voilà, les ETN, les ETC, les ETN sont vraiment, faut faire attention avec ça, surtout si on veut trifouiller un peu de la matière périssable, ça joue énormément, hein. Il y en a, ils font des ETC sur le blé, sur des denrées périssables, hein, c'est chaud, quoi. Le pétrole, hein, pareil, il faut faire gaffe. Enfin bref. Après, ceux qui utilisent ce genre de d'ETF, enfin d'ETC, ils savent ce qu'ils font généralement. Ensuite,
Bon, on en a déjà parlé un petit peu, hein, comment ça fonctionne. Alors justement, pour ceux qui ont un PEA, hein, parce que c'est une particularité qu'on a en France, et on a une chance de ça, c'est une niche fiscale, hein, mine de rien, on va pas se cacher, c'est d'utiliser un PEA, hein, au maximum. Hein. Je sais qu'il y en a, quand on peut pas utiliser le PEA, ben on est obligé de passer par un CTO, mais si les ETF qu'on vise sont disposent sur un PEA, sont éligibles au PEA, il faut pas hésiter à l'utiliser. Hein. Même si les frais, certains ont des frais un petit peu plus élevés, hein. Comme moi j'ai l'ETF Amundi India, ben il est un petit peu plus élevé en frais, mais par rapport à un autre ETF qui est dispo sur CTO, le PEA il est à 0,85% de frais annuels. Sur CTO, il était à 0,6 ou 0,65. Bah oui, c'est plus avantageux. Mais encore une fois, les 17.2, ben ça fait la différence sur très long terme, quoi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tu connais Donc, la proportion d'ETF disponibles sur PEA par rapport au CTO? Ah, c'est énorme. Il me semble qu'il y a une centaine d'ETF dispo sur PEA. J'avais vu ça passer. Je crois que c'est une centaine, il me semble. Alors que les ETF dans leur globalité, je sais plus. Je crois que c'est du 400 ou 500 ETF. Faudra vérifier, mais c'est énorme, hein, le nombre d'ETF qu'il y a. Sur Just ETF. Oh, pardon. Ouais, pardon. Ouais. Bah, sur Just ETF, tu peux vite trouver la réponse. Quand tu regardes juste les ETF éligibles PEA, il y a déjà le filtre. Tu as 174 ETF éligibles PEA listés sur le Just ETF. Alors, il les a peut-être pas tous, mais bon. 174 contre plus de 3000, quoi. Et oui, voilà, c'est ça, je disais même des bêtises, quoi. C'est 3000, ouais, c'est ça. En sachant que mine de rien, les ETF, c'est pas si vieux que ça. Ça date des années 90, donc il y en a qui bossent bien quand même, hein. Pour en ouvrir autant, c'est énorme. Hein. Après, on fait des ETF sur tout et n'importe quoi. Hein. Et d'après toi, ça couvre les ETF disponibles sur le PEA, ça couvre assez de choses pour des investisseurs comme nous, on va dire des petits porteurs, quoi. Ouais, clairement, oui. Sans commune mesure. Si on trouve pas, alors après bien sûr on peut toujours chercher la complication ou je pense surtout à du smart beta, on en avait déjà discuté un petit peu sur le Discord, des ETF qui sont un peu plus spécifiques, mais sinon en règle générale, lorsque l'on veut faire un portefeuille d'ETF ou même juste utiliser un ETF MON par exemple, bon ben ça suffit largement, hein, et largement. Avant de pas trouver ce que l'on veut sur PEA, faut quand même, faut chercher vraiment quelque chose d'assez pointu. Hein. Alors, d'après toi, quel serait l'intérêt de passer par un CTO, en plus d'un PEA ou juste sur le CTO, quoi? Ouais. Alors, l'intérêt, en fait, ce serait surtout d'utiliser des ETF qu'on n'a pas dispo chez nous sur le PEA. Donc, par exemple, l'ETF sur l'or, par exemple. T'as un ETF qui est super bien sur CTO. Je sais plus le nom, faut qu'on le retrouve. C'est BlackRock, je crois qu'il le fait, c'est le iShare Physical Gold, un truc comme ça. Par exemple, des obligations, voilà, c'est ça, le Physical Gold de chez iShare. T'as raison, Caligula. Ça, techniquement, sur PEA, c'est compliqué. Sur CTO, pas de problème. En plus, celui-ci, il est couvert complètement il est backé en gold dans leur coffre. Enfin, il y a ce qu'il faut. Ensuite, tout ce qui est obligations. Sur CTO, ça ouvre les obligations sur le monde entier, en fait. Hein. On peut avoir passé un moment, il y avait Charles Gave qui faisait l'apologie des obligations chinoises. Ben, clairement, sur CTO, oui, pas de souci. Sur PEA, c'est mort, c'est niette. Sur PEA, tu auras juste des obligations européennes. Et en plus, en ETF, c'est la misère, il n'y en a pas beaucoup en plus. Mais voilà l'intérêt. Et puis après, c'est ce que je disais, sur CTO, on peut aussi trouver des ETF plus techniques qui suivent des bêtas, ce qu'on appelle des ETF smart bêta en fait, qui suivent des qualités
spécifiques des ETF comme le momentum, des stratégies spécifiques. Ça, c'est pareil, c'est beaucoup plus dur sur PEA d'en trouver, alors que sur CTO, c'est plus simple. Mais en règle générale. Toi, t'as les deux, CTO et PEA? J'ai que des ETF sur PEA. Ouais. J'ai 2 CTO d'ouvert, mais concrètement, je m'en sers pas plus que ça parce que j'ai pas l'utilité pour l'instant de me servir d'ETF en dehors de PEA, pareil. Ce qui est même si je devais me servir d'un ETF, ça serait celui qu'on disait si je voulais m'exposer à l'or, je chercherais à prendre de l'ETF Physical Gold de chez iShares par exemple. Ouais, l'ETF robotique par exemple. Ouais. Mais ça sera sur CTO. Après, je sais pas si tu l'as précisé, mais c'est vrai qu'avoir un CTO, au lieu d'avoir la flat tax, il me semble que tu peux baser, tu sais, la fiscalité sur l'impôt sur le revenu. Mm-hmm. Donc c'est vrai que si tu as un faible revenu et que t'es pas, je sais pas, tu gagnes peut-être moins de 12 000 euros, admettons. Mm-hmm. Bah, peut-être que la fiscalité elle peut être plus intéressante sur le CTO que sur le PEA. Mais ça, il me semble que le CTO, de toute façon, la flat tax, c'est 30% en gros, hein, 30% de tes plus-values. Ouais, mais il me semble que c'était soit flat tax, soit tu choisissais l'impôt sur le revenu. Ah, peut-être, ça je sais pas du tout. Ça je sais pas. Je sais que par rapport à peut-être qu'il y a un plafond. Il y a un il y a peut-être il y a peut-être en effet un système comme au crowdfunding, etc. Un truc où tu peux virer une partie et tu te retrouves à payer que 12 ou 17%. Mais en fait, imaginez, enfin, à part le PEA qui est très particulier, si tu ouvres un CTO, surtout pour un ETF Gold notamment, en fait, tu t'en fous parce que tu n'auras pas de dividendes, donc en fait, pas de fiscalité jusqu'à ce moment où tu revendes. Et dans cette optique où tu commences surtout assez tôt ou pas, en fait, tu vas générer tellement que tu seras, à mon avis, dans la tranche où tu auras flat tax et point barre, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que si t'es bas, de toute façon, tu vois, si t'as 1000 euros d'or que tu veux sortir en plus-value, bon, bah, d'un côté, tu vas payer 200 balles d'impôt, de l'autre côté, tu vas payer 300 balles. Bon, est-ce que c'est ça qui va te changer dans ta life? Ouais, c'est ça. Hein. De toute façon, on optimise au mieux. Alors oui, effectivement, peut-être qu'il y a, mais bon, ça voilà, ça va pas changer l'église de place, effectivement, hein, sur ce genre de. Ouais. Et je regardais sur Cantalis le nombre d'ETF éligibles au PEA, il y en a pour eux 283, contrairement à Just ETF où ils disent 174. Ouais, c'est possible. Hein. Peut-être que Just ETF les liste pas tous. Hein. C'est possible. Hein. On peut regarder. Tu fais une recherche avancée, fiche d'identité, tu cliques sur ETF et éligibilité PEA et ils t'en sortent 283. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein. C'est possible. Mais bon, après c'est ouais, je sais pas, parce que il y a des devises en dollars, il y a des devises un peu bizarres. Je sais pas. Ouais, alors après, tu peux avoir des éligibilités au PEA avec des devises étrangères. Hein. Par exemple, tu peux avoir un ETF S&P 500 en USD. Ouais. Par exemple. Mais le problème, c'est qu'on va tomber. Alors, c'est ce qu'on disait hein, par rapport au hedging. C'est-à-dire qu'en fait, tu as de la couverture contre les fluctuations de devises. Et le souci avec ça, bon, alors sur long terme, c'est ce que j'avais, c'est ce qu'on disait un petit peu. On avait vu ça sur une page du Wikivea. Donc en fait, en gros, t'as la fluctuation des monnaies entre elles, entre l'USD et l'euro. Alors je cherche le truc, c'est qu'il est, voilà. Donc en gros, on a un ETF
le S&P 500 qui est couvert en euros et l'autre qui est pas couvert en euros. Alors sur court terme là, donc on arrive à avoir celui qui est non couvert plus performant. Par contre sur long terme en fait, on se rend compte que la couverture elle est plus très utile vu que les fluctuations entre les deux monnaies s'annulent à la fin quoi. Et ce qui fait la perte de performance après, justement, c'est que tout ça se paye. Donc la couverture en euros se paye, la couverture en devise se paye à chaque fois sur chaque ETF qui sont hedgés. Sur long terme, tu payes la couverture en euros. Il n'y a rien de gratuit. Donc sur court terme, on s'aperçoit que ça peut être utile. Comme moi, par exemple, sur l'assurance vie de mon fils que j'ai ouvert, j'ai un ETF monde qui est couvert en euros parce que je sais que potentiellement, sur moyen terme, il peut s'en servir. Il peut s'en servir. Donc en gros, on voit que sur court moyen terme, ça peut avoir du sens. Sur plus long terme, on voit que c'est pas forcément utile d'être couvert en euros, enfin d'être couvert en devises. Quoi. Donc c'est pour ça que on peut avoir des ETF en devises étrangères, mais sans avoir forcément de couverture. Ça sert pas. Et d'ailleurs, le TF hedgé que tu as sur l'assurance vie, le graphe que tu avais mis là sur le wiki, il est net de frais ou il est justement hors frais? Oui, mais net de frais de gestion. Net de frais de gestion, pas de frais internes en fait. Ouais, ok. Ouais. Ça, c'est un graphe que j'ai sorti sur Backtest Curvo. Voilà. Ici. On verra ça un peu plus tard si jamais on a du temps, comment ça marche. Mais celui-ci, oui, il est fait sur Backtest Curvo, donc c'est les frais hors frais de gestion. Enfin, net de frais de gestion, pardon. Mais par contre, les frais internes de fonctionnement de couverture sont propres à l'ETF, qui sont couverts, donc ils facturent des frais forcément en interne. Donc ça rogne un peu la performance de l'ETF. Alors après, on peut se demander justement comment on fait pour s'exposer à différents indices, parce que quand on met le nez là-dedans, on dit qu'est-ce que j'y mets dans mon PEA hein je vais sur du monde, tout le monde parle d'un ETF World, tout le monde parle d'un S&P 500. Déjà, c'est quoi? Alors, tout ça, en fait, ça dépend d'indice. Un ETF réplique un indice, et ces indices sont fabriqués par des sociétés comme MSCI. On voit souvent le MSCI World, le S&P Standard & Poor's, ça aussi c'est un indice. Hein. Donc tout ça, c'est des sociétés qui créent des indices. Et dans ces indices, en fait, ils regardent les pondérations de chaque entreprise, suivant l'indice national, par exemple, ou par rapport à des sociétés, des zones géographiques. Quand on a un indice monde, par exemple, les États-Unis pèsent 70%, etc. On peut se poser la question de savoir lequel on prend, forcément. Donc le découpage de chaque indice, en fait, ça c'est la société MSCI. Alors il date un petit peu, hein, ça a peut-être bougé la répartition, mais en gros, quand on a un World, tout le monde parle de World, ça fait déjà partie d'un sous-ensemble. Quand on veut s'investir sur l'ensemble des sociétés mondiales, en fait, l'indice c'est le ACWI IMI. Donc ça inclut les grandes capitalisations mondiales, plus les petites et les moyennes capitalisations. Et aussi les marchés émergents. Donc c'est l'ensemble du marché mondial. Ensuite, du coup, en dessous, on peut se passer aussi des émergents, des petites capitalisations, pardon. Donc ça s'appelle le ACWI. Et en dessous, donc on a le World, qui se découpe entre États-Unis, zone euro, Japon, etc. Alors là, on voit que c'est que 52 parce qu'en fait, à l'époque, les États-Unis pesaient, je sais pas de quelle date il est, mais voilà, les États-Unis pesaient beaucoup moins lourd qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est 70%, hein, le MSCI World. Si on regarde bien, c'est énorme. Les États-Unis pèsent forme composition, voilà.
Ici, voilà. Donc là, on voit, c'est même 71 maintenant. Il a encore pris 1%. Voilà. Donc là, on voit bien que les États-Unis pèsent lourd. Hein. Donc quand ils toussent, ben forcément, ça fait mal, quoi. Hein. Dans ce cas, est-ce que c'est plus pertinent de prendre un World à 70% que de prendre un S&P, je sais pas, couplé avec un Nasdaq et éventuellement un Emerging Market ou un ETF1? Oui, bah, en fait, Au final, tellement mal réparti le World, je trouve. Oui, alors aujourd'hui, tu vois, regarde, si on regarde, alors bien sûr, maintenant, on est dedans, on est en plein dedans, donc forcément, aujourd'hui, il pèse 70%. Donc tu vois que, on est à 52. Hein. Donc oui, aujourd'hui, il pèse 70. Alors la pertinence d'avoir que un World, ça se comprend si en fait on a une stratégie qui est complètement passive et qu'on n'a pas envie d'arbitrer entre différentes lignes de TF. Là c'est en gros là c'est les ETF que j'ai. Au tout début quand j'ai démarré, j'avais qu'une seule ligne d'ETF, j'avais qu'un World. Mais ce qui me gênait à l'époque, c'était que je voulais rajouter des petites capitalisations, des small caps US avec le Russell 2000. Et ça me gênait d'avoir beaucoup trop d'US. Donc là, aujourd'hui, tu me diras, j'en ai déjà pas mal, hein, puisque j'ai 60% de S&P et 7% de petite capitalisation, hein, donc j'ai 67% d'US quand même. Mais à l'époque, si je voulais mettre de Russell en plus d'un World, j'aurais 77%, 78% d'US, quoi. Voilà, en fait. Surtout que le World il est à 70, mais il est quand même moins performant qu'un S&P de base. Ouais, ça, je ne comprends pas, alors que il est quand même beaucoup plus représenté les États-Unis dans le World que le graphique qu'on a vu où c'était 52. Je comprends pas qu'il y a autant d'écart pour un World où il y a 70% d'US, on tourne environ des 8-9%, je crois, avec un S&P où ça va un peu plus de 10. Oui, c'est ça, ouais. Mais en fait, en gros, plus. Oui, bien sûr. C'est utile, c'est bien, mais performance. Mais je pense que sur le World, il s'engage à diversifier et à pas avoir plus de, peut-être, je vais dire une bêtise, hein, mais plus de 75% du S. Donc il se freine un petit peu au niveau de l'ETF World et du coup, peut-être niveau performance, c'est un peu moindre que le SP500, quoi. Et en fait, il se base sur la capitalisation mondiale, en fait. Hein. Donc aujourd'hui, si on regarde les grandes capitalisations, parce que c'est les big caps qui sont dans le World. Les grosses économies, c'est les US. Hein. De toute façon, ça c'est. Et en fait, c'est plus représenté. Là, si on regarde là, on peut regarder les 10 premières. Voilà, il n'y a pas photo. Hein, c'est des ricains et puis et même de la tech. Hein, voilà, on regarde là. Il y a que des biens de consommation. Enfin voilà, il y a voilà, c'est beaucoup de tech. Et les US pèsent très lourd dans le monde. Hein, ça sent sur les big caps. Après, si on inclut l'ensemble sur l'ensemble des sociétés, donc c'est-à-dire l'AQIMI, pèse, je l'avais mis, il me semble. Voilà. Donc là, il est récent, hein, celui-là, le graphique, là, je l'ai sorti, j'ai été le chercher au moment où j'ai fait l'article, donc il est pas si vieux que ça. Donc là, les États-Unis, donc toutes entreprises confondues, hein, small, big et medium, les États-Unis pèsent 61,39%. Donc ça, c'est toute entreprise confondue. Alors que sur le World en big, on est à 70. Après, aujourd'hui, c'est à 70 sur les US. Il y a un taux de rotation, je crois, tous les ans. Donc peut-être que plus tard, ça reviendra à 50. Oui. Et c'est même plusieurs fois par an. Hein. C'est même plusieurs fois par an. Ouais. C'est pas. Ah ouais, il y a des. Ils rebalancent. Ils rebalancent plusieurs fois par an, voire même, il me semble que. Enfin, il faudrait vérifier, mais c'est même mensuel. Hein. C'est très très récent. Hein. C'est vraiment régulier. Hein. C'est vraiment régulier au niveau des représentations des pays.
Alors par contre, d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que le Japon, sur l'ensemble des tailles d'entreprise, eh ben, il pèse toujours 6%. Alors que même dans le World, le Japon pèse aussi 6% en fait. Voilà, 6,4. Donc là, le World, en fait, c'est les grandes entreprises qui pèsent, qui représentent le Japon. Que ça soit dans le Akui EMI, où on est à 6,03, donc on est quasiment identique, hein, et par rapport au World, où on est à 6,04. Et ce qui est marrant. Je disais, est-ce que 6%, ça, pour vous, c'est beaucoup, 6% du Japon dans le World, ou c'est logique? Non, c'est ce que en fait, moi, je trouve ça logique, hein. Je trouve ça logique parce que regarde, là, dans le World, c'est ce que je te disais. Dans le World, donc ça, dans CW8, le Japon en big, donc pèse 6,04. Mais si on regarde toutes les entreprises, donc dans le Akui EMI, donc pour rappel, le Akui EMI, en fait, c'est toutes les entreprises. Il y a plus de 3600, hein, je sais plus combien il y en a. Hein. Ah non, même plus que ça. Regarde, 9200. Donc dans le Akui EMI. Ouais, non, mais quand je dis logique, c'est par rapport, je sais pas, au chiffre d'affaires, bénéfices des grosses entreprises japonaises. Oui. Quoi. Moi, je pensais pas qu'ils étaient aussi puissants, quoi. Mais en fait, concernant le Japon, on a un peu regardé parce que ça fait partie des ETF que ceux qui font de l'ETF sur le serveur et notamment des EM, on regarde depuis quelques mois avec l'Inde, qui est un peu plus longtemps. En fait, au Japon, il faut que tu te bases sur l'ETF Topix directement, le Japan. Et en fait, quand tu regardes le top 5 du Japan, t'as Toyota. Alors bon, bah, tu jettes les yeux derrière chez toi, t'as forcément une Toyota. T'as Sony, j'en suis sûr de bon, bah, il y a PS5 chez toi. T'as Mitsubishi. Et enfin, voilà, t'as plein de trucs. T'as quand même des grosses boîtes que les gens achètent. Donc en fait, et puis voilà, c'est pas non plus du tout petit. Et je suis presque sûr Taïwan ou la Corée, pareil, tu vois, même s'ils sont pas dans le World, les top, les Samsung et compagnie, ils ont rien à envier à du Apple entre guillemets, tu vois. Ouais, sur le segment pure vente téléphone. Bah, regarde Toyota, c'est 4,95% du Topix. Sony, on retrouve des grosses boîtes, hein, forcément. Hein, on se sert d'appareils japonais encore très régulièrement, tous les jours. On en a dans la poche, hein, du matos sur la table du salon, hein, du Sony, Mitsubishi, toutes les grosses boîtes, forcément, ça pèse lourd. Alors, encore plus dans les années 90. Faudrait que j'arrive à retrouver le poids des Japon dans les années 90. Les mines, l'évolution. Ouais, voilà. Vous voyez, là dans le graphique ici, ça, c'est le poids des émergents. Alors à l'époque, je sais pas s'il y a le Japon, mais le Japon pesait vachement lourd, hein, dans les années 90. Hein, il y a 80-90, jusqu'à temps qu'il fasse du quantitative easing et que ça plombe l'économie. Mais ça pesait super lourd. Donc ouais, mais ça me paraît logique, hein, mine de rien. Si on regarde un petit peu alors ça c'est la performance de chaque ETF. Alors si on regarde le rendement, alors le point vert c'est mon portefeuille. Ça c'est le Akui. Donc en year to date, donc là ça fait pas longtemps, depuis janvier. Donc là c'est le S&P 500. Le Japon est là. Donc il est pas non plus à l'ouest, hein. Ça c'est l'Inde. Donc l'Inde, elle est pas si elle est en train de talonner les États-Unis en termes de performance, mine de rien. Hein. Et si on regarde sur un an, et ben voilà, l'Inde est là, hein, quand même. Hein. Donc, si t'as une petite pièce à mettre, c'est le moment de mettre une petite pièce chez les Indiens, quoi. Voilà, donc là après t'as le S&P 500, et puis le World est là, voilà. Et depuis 4 ans, bon ben voilà,
l'Inde depuis 4 ans, l'Inde, elle a pas à rougir à côté des États-Unis, quoi. C'est pas dégueulasse, quoi. Ça, c'est les émergents, forcément, hein, qui sont à la rue depuis 2-3 ans. Mais peut-être espoir qui reviennent dans la course, hein. Donc voilà, en termes de découpage géographique, ça permet de choisir, en fait, en gros, quand on découpe, de savoir au moins déjà de partir. Voilà, c'est le slide sur le choisir un ETF. Donc déjà de partir soit sur du sectoriel, même si on peut mixer les deux, soit sur de la zone géographique, hein. Donc déjà, si on choisit de partir sur une gestion géographique du portefeuille, après ça dépend aussi des allocations que l'on peut mettre sur du montant, des montants qu'on peut mettre sur chaque ligne, parce que plus tu vas avoir de lignes, plus on va avoir de lignes sur notre portefeuille, et plus ça va être compliqué d'arbitrer, de tenir les allocations cibles que l'on voit là, avec un petit montant. Forcément, plus tu vas avoir de lignes, et plus on va avoir besoin d'un gros capital en DCA, puisque après, c'est une méthode d'investissement. Plus on va avoir du mal à coller si on a une petite somme. S'il y a une grosse variation sur une ligne, il va falloir plusieurs DCA pour recoller à la variation, par exemple. Si un jour là, le S&P 500 se met à bouger un petit peu, même ne serait-ce que de 1 ou 2%, si on a un DCA de 100 euros ou 50 euros, 100 euros, même de 100 euros, des fois c'est compliqué de revenir aux allocations cibles. Tandis que si on a un seul ETF, par exemple un World, forcément il y a pas à choisir. Donc là, tu t'en fiches d'avoir un DCA de maintenant de 300 euros parce le Lixor va sauter, donc 100 euros maintenant ça va être 100 euros. Mais voilà, avec 100 euros, on peut se faire une allocation tranquille sur un World. Et là, on n'a pas de questions à se poser, forcément. Alors après, les différentes choses à regarder quand on soulève le capot d'un ETF. Donc forcément, on en a parlé, la réplication. Ça, c'est de savoir si on utilise. Alors après, forcément, sur PEA, tu vas avoir 90%, ça va être du synthétique, sauf tu vas avoir des ETF européens qui sont en physique. T'en as pas mal, hein. Il me semble que l'EMU de toi, hein, Mika, je crois qu'il est en réplication physique, hein, il me semble, hein. Je crois qu'il est en physique. Je sais pas, le PAB. Le PAB EMU, oui, il est en réplication physique, puisque c'est un indice européen. Ouais. Forcément, ouais. Il est. T'as des Européens qui sont en synthétique. Le stock 600 que j'ai, le ETZ, il est en synthétique, mais sinon, généralement, ils sont en physique. Après, la chose à regarder, hein, quand tu as un ETF à réplication physique, c'est c'est de regarder s'il y a des prêts de titres. Faut faire attention. Quand ils font du prêt de titre, c'est qu'ils veulent faire un peu plus de pognon à côté. Donc, il y a juste ça à faire attention. Mais généralement, ils font attention. Donc, généralement, oui. Je vois une question par rapport au stock 600 que tu as. Oui. Comment tu as décidé entre le stock 600 et le stock 50? Vu que le 50, je crois, il performe plus que 600. Ouais. Pourquoi avoir choisi le 600? Ouais. Et en fait, ça vient tout simplement du fait que mon indice de référence, c'est le AQUI IMI. Parce que je vais être exposé sur l'ensemble des sociétés en taille et en géographie. Et en fait, dans le stock 600 qu'on a là, le TZ, il y a un petit peu de small caps dedans. Donc en gros, c'était mon choix par rapport au stock 50 où c'est les 50 plus grosses capitalisations de l'Europe. Voilà, ici, il me semble que je l'ai mis. Voilà, là on voit que dans le stock 600, tu as 10% de small caps, tu vois. Tandis que dans le stock 50, t'en as pas du tout. Mais ça, c'était un choix que j'avais fait du départ, comme d'inclure. La logique était d'inclure pas que des small caps US avec le Russell,
Du coup, j'ai inclus des small caps européennes en utilisant un stock 600. J'aurais pu utiliser un EMU small caps qui existe, hein, mais ça m'aurait rajouté une ligne supplémentaire en gros. Donc Ouais, d'accord. Ouais, c'est pour du coup fusionner les deux quoi, au final. Ah, exactement. J'aurais pris un stock 50 plus un EMU small caps, ça m'aurait fait une ligne encore supplémentaire, tu vois. Donc en gros, j'ai essayé de rattraper un petit peu de small caps dans un indice général comme le stock 600. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal au final. J'ai pas vu ça comme ça, moi. Ouais. Ok. Comme dans le Topix d'ailleurs. Dans le Topix, tu as du peu de small caps également. Topix, c'est japonais. C'est le Japon. Ouais, c'est le Japon. Il est là. Donc tu vois, regarde, dans le Topix, tu as quand même 16,6% de petite capitalisation. Alors que dans le Nikkei 225, il me semble qu'il y en a pas ou très très peu. C'est l'autre indice généraliste du Japon. Et dans le Topix, en fait, tu as, je sais plus combien il y a de sociétés dans le Topix, les mis, je sais plus. J'ai pas dû le mettre. Si, 2200. T'as 2200 sociétés dans le Topix, et dans les 2200, ben, t'en as 16,6%, c'est des petites capitalisations. Donc forcément, ben, tu peux récupérer un peu de performance quand tu vas sur les small caps, quoi. C'est le but, hein, d'avoir un petit peu de surperf en tapant dans les small caps plutôt que d'avoir que de la big caps, quoi. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir un ETF sur des petites capitalisations comme ça, vu qu'elles performent pas justement énormément? Oui, en ce moment, en fait. J'ai pas forcément compris l'intérêt en général d'avoir un ETF sur ça. Performer un peu plus. Ouais, c'est ça. Hein. Avoir des small caps, mais bon. Bah, moi, j'avoue que j'ai du mal aussi à y voir l'intérêt, mais peut-être qu'à l'avenir, ça va changer. Ouais, c'est ça, hein, tout à fait. C'est un pari, hein, d'être exposé aux petites capitalisations, hein. Que ça soit US ou enfin même mondial, hein. C'est quelque chose, c'est une volonté que j'ai. Hein. Il y a souvent de l'arbitrage sur le TF Small Cap ou pas? Je sais pas la rotation. J'ai pas regardé. Je sais pas s'ils arbitrent beaucoup, s'ils en font sortir pas mal. Je sais que dans le Russell 2000, il y a des ils ont des stratégies justement pour faire sortir les sociétés. Moi, j'étais un peu étonné sur le Russell 2000. Je trouvais qu'il performait pas beaucoup. Ouais, tu veux dire sur les quelques mois ou sur long terme? Je sais pas, j'aurais dit sur les 3 ans, quoi. Donc, plutôt court. Attends, je regarde. Bah, t'as raison, le Russell 2000, sur son max, il a fait 250%, tu vois. Ouais, ça. Et ça, c'est parce qu'aux US, en gros, plus t'es gros, et plus t'es gros. Donc, ouais, ça latéralise, si tu veux, depuis 2022, quoi, en gros. Tu vois, regarde. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais avant, enfin, tu vois, si on part, ne serait-ce qu'en 2015, de 2015 jusqu'à 2022, eh ben, tu vois, tu pars de 0, t'arrives à 150, donc tu fais 2 fois et demi, quoi. Donc c'est pas, tu peux t'exposer aux small caps US, tu vois, en regardant 10 ans, tu prends 2,5, 2 fois et demi. Le Russell, c'est les US? Ouais, le Russell 2000, c'est les 2000 caps small, enfin small et mid caps des États-Unis, ouais, le Russell 2000. Sur 5 ans, ouais. Et toi, tu as une explication là du pourquoi depuis 2022 ça stagne un petit peu? Bon, après ça part de l'économie générale en fait, hein, si tu veux, même en Europe, hein,
les moyennes et les petites elles dégustent. Hein. Après, est-ce que ça vient du fait que les fonds et le pognon va comme disait Mika, hein, va plus aux grosses qui drainent énormément de liquidités par rapport aux petites et moyennes. Et puis t'as eu le passage aussi depuis le Covid où ils ont envoyé du pognon à gogo dans les entreprises et puis en fait pour maintenir certaines boîtes en vie et puis t'en as qui sont à la traîne parce que elles auraient dû mourir après Covid et qu'elles sont toujours en vie, donc ça peut venir de là également. Hein. Ça peut venir de là. Après aux US, hein, sur le reste du marché, je sais pas, mais dans le marché de l'IT en tout cas, il faut voir aussi un truc, c'est que les petites entreprises qui passent déjà l'IPO, donc qui se cotent finalement sur la bourse américaine et qui sont éventuellement Russell 2000 pendant X années. En fait, aujourd'hui, les gros du SP500 ou du Nasdaq, ils viennent racheter. Donc en fait, la boîte, elle te tape un pic parce que tu as une valorisation à l'achat, mais elle disparaît du Russell 2000 d'un coup. Ouais, c'est donc ça. En fait, et t'as ça, alors évidemment avec tout ce qui est start-up et boîtes non cotées, mais t'as aussi ça avec les boîtes cotées, notamment pour ceux qui sont pas forcément dans l'IT. Il s'est passé un truc l'an dernier qui est assez fou. Il faudrait imaginer que c'est comme si tu avais Peugeot qui rachetait Renault. Il s'est passé globalement ça dans le secteur de l'IT l'an dernier. Donc vraiment une méga boîte qui s'est fait racheter par une grosse boîte. Donc en fait, ça te fait latéraliser de fou sur des indices small parce qu'en fait ils disparaissent tout bonnement quoi. Ouais, ils sont avalés, ouais. C'est ça. Donc en gros, si on revient, donc une chose aussi à regarder aussi, c'est la qualité de réplication d'un indice. Hein. Quand on regarde, quand on veut choisir un ETF, il y a quand même une chose à regarder. Donc les frais, bien entendu. Hein, on va essayer d'avoir un ETF qui soit le moins cher possible, mais pas que. À choisir avec un ETF qui soit un peu plus cher, mais qui ait une qualité de réplication. Alors, quand on parle de qualité de réplication, on dit que c'est on regarde en fait la justesse et la justesse qu'il y a entre l'indice de référence, enfin la qualité de suivi, c'est-à-dire que il faut que l'ETF colle au mieux l'indice de référence. Donc, on utilise un indicateur, ça s'appelle le tracking error. Donc ça, en fait, il faut que le tracking error soit le plus près, le plus petit possible, en fait, lorsque l'on veut choisir un ETF. Donc ça, on peut le voir facilement. Hein, je sais plus si j'ai mis un exemple. Non. Alors. Non, je pense pas que là-dessus on le voit sur Just ETF, le tracking error. Il me semble que c'était plus sur Tracking Site. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Alors. D'ailleurs, à un moment donné, quand il fallait choisir un S&P 500, on avait le choix quand même entre pas mal de fonds. Hein. Ben, en fait, on s'aperçoit que le S&P 500 de BNP, il est pas forcément enfin, s'il est moins cher, mais c'est surtout sa qualité de réplication qui est assez performante. Hein. Allô.
Eh ben. Pourquoi il veut pas me trouver, ce con? Ah, merci. Alors, où c'est qu'on la trouve? L'application. Voilà. Donc là, on va y mettre sous forme de graphe. Ah, sur Quantalis, on le voit bien aussi parce qu'il donne vraiment du chiffrage. Donc là, en fait, on a l'historique de la réplication. Et on se rend compte qu'en fait, il faut être le plus près possible. Alors, on peut même mettre en positif, c'est-à-dire que le TF fait mieux que l'indice, en fait. Donc on peut le mettre en légèrement positif. Et alors ça vient du fait que la gestion du swap entre entre les parties, la contrepartie et l'ETF est mieux gérée. Enfin, elle est gérée de façon à ce que les coûts de gestion va là à la faveur de l'ETF, ce qui fait qu'on a une surperformance qui est liée à ça, à la gestion des contrats de swap, justement pour la bonne qualité de réplication de l'indice. Il semble que on doit la voir un peu mieux là-dessus. La qualité, la réplication, il me semblait qu'on l'avait, performance. Voilà. Donc là, on le voit. Donc la différence est en positif, c'est-à-dire qu'en fait, on vient surperformer l'indice de référence. Donc ça vient donc ça prouve que la qualité de réplication est bonne, le tracking error est bon. Donc c'est un ETF qui est bon à choisir. Donc si on doit choisir un ETF entre deux ETF qui répliquent le même indice, faut essayer de prendre l'ETF qui réplique le mieux. Même si les frais sont peut-être parfois légèrement supérieurs, et si les frais sont identiques, il faut prendre un tracker qui a une réplication qui est le plus juste possible, quoi, la plus près. Après, vous avez l'encours sous gestion, donc forcément, hein, plus un ETF est gros et plus ça sera facile de le vendre, hein, et moins ça sera, plus il résistera en cas de coup dur. Hein. Un petit ETF où l'encours sous gestion est assez faible, il aura plus de chances, si jamais il y a des grosses perturbations, d'avoir des difficultés à revendre les parts lorsque le particulier veut revendre ses parts, de lui fournir sa liquidité. Alors après, bon, on a toujours tendance à voir des sommes d'argent qui traînent. On dit que 100 millions d'euros d'actifs sous gestion, c'est la norme. Je dis oui, ça peut varier, hein, mais c'est une norme, quoi. Voilà. Un ETF qui démarre avec 100 millions d'euros en gestion, c'est quelque chose qui tient la route, quoi. Ensuite, après, une fois qu'on a choisi ces ETF, on peut s'amuser à backtester le portefeuille. Hein. Alors ça, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus quand j'ai commencé à vouloir choisir les ETF que je voulais mettre dans mon portefeuille. Hein. Et je me suis servi d'un site qui s'est amélioré depuis, qui s'appelle Backtest Curvo Backtest. Donc en fait, je ne sais pas si vous en êtes déjà servi, hein, mais c'est plutôt pratique. En fait, il existe déjà des portefeuilles tout faits, donc ça c'est existant. Hein. Voilà, il y a un portefeuille à la Warren Buffett là, avec 90% d'S&P et puis des bons du Trésor de 1 à 3 ans. Je ne sais pas si c'est son portefeuille, mais enfin en gros, ça va lui traîner à quelque part. Il y a le portefeuille de Ray Dalio, pardon, 4 saisons. Et puis après, on peut se faire son portefeuille en fait individuel. Donc là, moi j'ai mis le mien, c'est celui que j'ai en ce moment. Voilà. Et c'est plutôt simple hein, pour faire son portefeuille. Je vais juste vous montrer un peu comment on fait. Donc il suffit de créer. Donc on va dans portefeuille, ajouter un portefeuille, et puis après, il suffit de mettre soit le nom soit l'ISIN ou soit le nom du tracker hein, que vous voulez. Par exemple, si vous voulez rajouter
Moi, je sais que le S&P 500, c'est le ESE. Et ben, il suffit après de choisir le bon. Le mieux, c'est d'utiliser le code ISIN. Hein, vous n'aurez pas de. Après, vous orientez l'allocation que vous voulez lui donner. Voilà, etc., etc. Et après, ben, vous obtenez ce genre de portefeuille. Alors moi, après, je me suis amusé à mixer un petit peu. Donc ça, c'est le mien. Et puis, je me suis dit, bah tiens, je vais faire des portefeuilles S&P 500, Nasdaq et Inde à 70%, 20% de Nasdaq et 10% d'Inde, par exemple. Et après, avec ça, donc on peut les comparer entre eux. Ben, c'est très simple. Hein, il suffit d'utiliser le portefeuille qu'on a créé. Ben, tiens, on va prendre mon portefeuille et le S&P 500, Nasdaq plus Inde. On va dans paramètres et après, donc, on choisit la méthode que l'on veut utiliser. Donc, soit on fait de l'investissement en une seule fois, ou on peut mettre des investissements récurrents, par exemple, 200 € par mois depuis 2016 jusqu'en 2023. Bon, là, on peut mettre des frais, etc. Mais bon, ça, on s'en fout. On peut les rajouter si on veut, mais c'est juste à titre indicatif. Et après, du coup, ça nous donne les calculs que l'on peut avoir de comparaison. Donc, c'est avec ça que j'ai fait les quelques graphiques qu'on voit. Donc, forcément, voilà, ça nous donne un investissement total de 2007 à 2023 de 38 800. Donc, mon portefeuille a fait 104 000. Et le portefeuille Nasdaq, SP500 Nasdaq Inde, et lui, il a fait 142 000. Si on avait fait ce portefeuille à 70% de S&P 500, 20% de Nasdaq et 10% d'Inde, qu'on l'a fait en 2007 et qu'on l'a aujourd'hui, on se retrouve avec 142 000 € sur le compte. Voilà. Avec une performance annualisée de 8,43, etc. On a tout un tas d'indications. Alors, le niveau de risque, bien sûr. Ça, c'est les maximum drawdown des portefeuilles. Hein. Donc, on se rend compte qu'en 2020, en fait, le portefeuille, mon portefeuille a plus morflé en fait que le S&P 500, Nasdaq 100. Alors qu'on pourrait croire que ça serait le contraire. Hein. Et après, on peut rajouter d'autres. Hein. Il suffit d'aller dans son portefeuille, par exemple, on peut rajouter le World. Tiens. Qu'est-ce qu'il a fait le World? Et le World, en fait, il a sous-performé le portefeuille qu'on a fait au-dessus, le mien, etc. Ça montre bien pourquoi un S&P c'est mieux qu'un World. Ouais, bien sûr. Hein. Je rigole. Non, mais il n'y a pas de problème. Tiens, on va le rajouter, le S&P 500. Tiens, regarde. Le S&P 500, lui, il est là. C'est pas mal, je connaissais pas comme site. Ouais. Ah ouais, c'est vachement bien foutu. Alors en plus, ils en ont rajouté. Alors ils les ont pas tous. Il n'y a pas le chouchou à Mika. Hein. Il n'y a pas le pab. Il n'y a pas le papab, mais sinon. Personne ne peut être parfait. Hein. Ouais, voilà, ouais, je sais. Ouais. Ou alors tout le monde s'en fout, peut-être aussi. C'est une possibilité également. Non, mais ça viendra peut-être. Mais ils les ajoutent petit à petit. Il y en avait certains qui n'y avaient pas avant. Hein. C'est plutôt bien foutu. Et alors, ce qui est intéressant, on peut jouer avec ça donc pour les grands indices. Mais tu vois, je me suis amusé justement quand j'ai fait l'article sur les émergents. Et j'avais utilisé donc le PAEM. Et puis je voulais voir lesquels qui tiraient vers le bas. Donc il y avait, je me suis dit tiens, je vais rajouter l'Inde, la Chine. Allô, voilà, la Chine. Bon, il n'y a pas les autres, il n'y a pas Taïwan, etc. Mais j'ai dit tiens, on va regarder aussi le Japon. Qu'est-ce qui tire vers le bas? Bon, alors on s'en doute qui c'est qui tire vers le bas. Hein. Oui. Hein, mais on se rend bien compte qu'en gros, l'Inde a le vent dans le dos, hein, clairement. Et puis voilà, par rapport au PAEM, c'est l'Inde c'est la Chine qui lui fait un peu de mal, quoi. Alors c'est ce que j'avais écrit aussi. J'avais remarqué un truc. C'est justement l'effet miroir qu'il y a entre l'Inde et la Chine. C'est assez impressionnant. Ça m'avait tapé dans l'œil. On voit bien qu'à partir de 2021, c'est quasiment l'exact opposé, quoi.
Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est des fonds chinois qui migrent vers l'Inde? Je sais pas. Enfin, en gros, c'est assez bluffant quand même la différence, l'effet miroir qu'il y a entre les deux. Enfin bref. Donc en gros, on peut essayer de se rendre compte de ce que donne un portefeuille sur plusieurs années, même si le futur dépend pas forcément du passé, mais au moins on peut se dire bah tiens comment ça réagit dans des gros crashs 2008, 2020, 2001, etc. quoi. On peut aussi rajouter des obligations pour voir l'effet que ça donne si on met un effet amortisseur dans un portefeuille, etc. quoi. C'est plutôt pratique ce genre de site. Alors après, on va basculer, mais on va bientôt finir parce que ça fait déjà 1h20 sur la façon qu'on investit sur un portefeuille d'ETF. Alors moi, j'utilise la méthode DCA, donc Dollar Cost Averaging. Donc on en discute beaucoup sur le Discord et pas forcément ici, mais partout ailleurs. Donc la méthode, elle est toute bête. On se pose pas de questions, on investit la même somme à des périodes régulières, que ça soit mensuel, trimestriel, semestriel ou même annuel. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie ou de se prendre la tête tous les mois. Elles se disent, bah, moi, une fois par an, je balance 1000 euros, 2000, 3000, 10 000, une fois par an. Mais en sachant que on vient moins lisser les cours les achats lorsque l'on espace les investissements en DCA. Il y a Nicolas, justement, a fait une belle simulation lorsqu'on investit une simulation d'investissement en DCA. La plus efficace étant en une seule fois. D'ailleurs, on peut même se servir du CS Cargo. Quand on utilise un investissement en une seule fois, c'est généralement plus performant. C'est même quasiment à chaque fois plus performant. On va faire le test. Tiens, là, on met 10 000 euros en une seule fois en 2005. Donc là, on arrive à 51 461. 51 000 en gros. Si on va mettre sur 10 ans, on va mettre de 2013 à 2013 et qu'on met un montant unique de 12 000, ça fait 41 000. Et si je fais un investissement récurrent de 1000 par mois, là, c'est pas marché, chef. Oui, parce que tu as mis un mois sur 10 ans, non? Ouais. C'est peut-être pour ça. Ouais. En fait, faut pas que tu mettes 1000. Faut que tu divises encore par 10, non? Je sais pas. On arrive à 23 000. Enfin bref, en tout cas, c'est sûr que l'investissement en une seule fois est plus avantageux que du DCA. Ça, c'est sûr. Par contre, après, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir le moral. Du DCA, c'est que tu achètes la hausse aussi, c'est ça, non? Du coup, tu as moins de parts que si tu achètes. Exactement. Ouais, tout à fait. Exactement. En fait, plus ton ETF, sur n'importe quelle ligne d'ailleurs, pas forcément sur un ETF, mais effectivement, tu achètes la hausse autant que la baisse et bah, si ton investissement tombe sur un point haut et que ça baisse par la suite, bah forcément tu vas taper une baisse sur ton investissement régulier. Mais bon, l'investissement en DCA sur très long terme, quand on dit très long terme, forcément on part sur une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Bah c'est le plus simple et le plus facile à gérer émotionnellement, quoi. Après, on peut aussi se servir comme certains le font sur le Discord, on peut se servir aussi d'investissement un peu plus, on va dire semi-passif, quoi. On peut se servir de moyenne, de la moyenne, enfin de la droite de régression avec les écarts types. Certains s'en servent. Donc, quand on s'approche des écarts types inférieurs, eh bien, on peut commencer à
recharger un petit peu plus ou pas soit on continue son DCA et on garde des liquidités pour investir sur quand on s'approche des écarts types inférieurs, typiquement sur l'emerging market. Forcément là, ça fait un moment qu'on danse sur l'écart type inférieur, le premier écart type. Donc oui, ça peut être des zones d'achat supplémentaires, par exemple. Mais faut savoir que c'est plus du tout, c'est de la semi-passivité. Donc on commence à regarder un petit peu les graphiques, etc. quoi. C'est plus de la passivité complète et totale où on se sert soit d'un tableau comme moi j'ai là, qui me calcule ce que je dois mettre par rapport à la somme que je lui indique. Typiquement, si je lui dis j'investis 1500 € par mois, que je lui dis quelles allocations je veux en cible, il va me dire le mois prochain, il va falloir que tu mettes tant sur cette ligne, etc. C'est l'avantage que l'on peut avoir avec un DCA où on ferme les yeux et on regarde pas, et ça dure 10 minutes par mois à investir. Mais c'est une technique comme une autre. Chacun peut faire à sa façon en termes de DCA. Quand tu fais des DCA mensuels, tu as plus l'impression d'agir aussi, non? Du coup, il y a ce côté. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Tu as l'impression d'être un peu plus actif, même si tu es un peu plus actif dans la passivité, on va dire. Mais typiquement, alors quand t'en as qu'une ligne, quand t'as que le World, t'as même plus de questions à poser. En gros, sur Trade Republic, c'est pas de PEA, mais quoi qu'ils en parlent maintenant de faire le PEA, ils disent que ça va être en 2024, mais ils ont un CTO où ils ont un investissement automatique. C'est limite, tu regardes même plus, ça fait comme une assurance vie, tu envoies le virement automatique sur le compte et tous les mois ça achète ta part, ton montant de World et c'est fini. Et tu peux même le faire avec un portefeuille de plusieurs lignes. Mais là, effectivement, sur un PEA, c'est à toi de le faire. Si on a plusieurs lignes, c'est pas automatique, quoi. Il faut calculer un petit peu ou avoir ce système d'arbitrage, de calcul de lignes à acheter. En sachant que quand il y a besoin de désinvestir, moi je désinvestis pas. C'est-à-dire que je comble la ligne qui est en sous-valorisation par rapport à valorisation, voilà. Ouais, exactement. Par exemple, tu ajustes, mais par le haut, exactement. En gros, de part dans une ligne pour remettre sur une autre. C'est ça, ouais. Pas vrai. Tu réajustes en fait. Tu réajustes en achetant des parts supplémentaires. En achetant celle qui est sous-valorisée en termes d'allocation. Par exemple, là, le S&P 500, il y a 59 en réel 59.7. Il demande à avoir 174 € pour arriver à 60%. Il va falloir lui injecter au minimum ça pour revenir à 60%. Par contre, j'ai des lignes qui sont au-dessus. Par exemple, le PAEM, il est à 8,35 pour 8. Normalement, il faudrait enlever 213 € 24. Mais je le fais pas. Parce que vu que j'ai une allocation en DCA qui est plus haute, ça me permet de compenser la perte sur... pas la perte, mais de réinvestir sur des lignes qui en ont besoin. Ok, c'est intéressant tout ça d'avoir une petite démo aussi. Voilà, donc en gros... Ouais, parce qu'en gros, en fait, il demande pas à avoir 1500 €. En gros, si admettons le mois prochain, j'avais besoin d'investir cette somme, j'ai pas besoin des 1500 € là. En gros, j'ai besoin de 400 €, 500 €. Donc c'est pour ça qu'en gros, après, le DCA est réparti uniformément sur le restant qu'il y a à investir est réparti en fonction de l'allocation qu'on lui demande à la base. Donc en gros, les 1500 € sont répartis après, ce qui reste est réparti entre toutes les lignes
en suivant l'allocation cible. Initial, je sais pas, du coup, tu l'as modifié là, allocation 60%, 17, 8, 2, 6, 7. Ouais, je le regarde, je jette un œil tous les ans en fait. T'as pas besoin de réajuster tous les mois, quoi. Non. Le réajuste, non, l'allocation cible, je la regarde une fois par an. Ouais, par rapport à un indice généraliste, le ACWI et IMI, je regarde un petit peu ce que ça donne. Et je réajuste si vraiment il y a des gros ajustements. Bon, ça m'emmerderait parce que forcément il va falloir, ça va jouer énormément après sur l'allocation à refaire après derrière. Ouais, et puis mais ça peut se réajuster sur plusieurs mois du coup. Voire même, même si c'est des gros réajustements, c'est quasiment une année. Hein. Ouais. Ok. Mais je vois que tu as 7,51 € aussi. Tu comptes en faire quoi? De quoi? J'ai pas écouté. Je vois que tu as plein de liquidités restantes. Du coup, tu comptes en faire quoi? Là, les 7,51 €? Non, mais c'était faux rire. Ah, c'est une blague. Non, je vais peut-être acheter une boîte de Smarties ou je sais pas. Non, il n'y a pas des ETF en dessous de 10 €? Non, j'en ai pas trouvé. D'accord. Ouais, il y a toujours des questions. Je crois que le moins cher, je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Ouais, non, ça m'étonnerait. Ouais, peut-être le moins cher déjà. C'est bon. Ouais, non, le moins cher est peut-être à une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. D'accord. Il te reste un slide, c'est ça? Ouais, attends, j'ai fini. Moi, c'est pas moi, hein, c'est pour toi parce que tu commences. Non, mais c'est bon, hein, tu vois, regarde, on était sur le DCA. Moi, j'ai le temps, je suis calé, je suis tranquille. Non, mais c'est bon, il me restait juste une petite conclusion. Ben, de toute façon, après, voilà, la conclusion, elle est vite faite, hein, c'est que, il n'y a pas de c'est une célèbre phrase d'Astérix et Cléopâtre, hein, il n'y a pas de mauvais, de moins bons investissements, hein, c'est juste la façon de gérer en fait sa conviction personnelle que l'on a de son portefeuille. Hein. Si on a une envie d'être exposé à de la tech, il n'y a pas aucune raison d'être investi ailleurs que sur de la tech. Hein. Il faut pas voir que la perf, il faut voir aussi le côté fun et le côté plaisant. Enfin, au final, il faut quand même performer, bien sûr. Oui, parce que le but faut décrocher par rapport aux placements les plus rentables. Bien sûr. Mais des fois, il vaut mieux avoir un peu moins de perf et faire un truc qui plaît vraiment, plutôt que acheter des, je sais pas, enfin avoir un placement qui presque qui te plaît pas, enfin qui te dégoûte quoi, limite. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, si t'aimes pas la tech, tu détestes ça et que tu prends plein de tech US, c'est peut-être pas une bonne chose. C'est ça. Faut que ça corresponde à ta façon de voir l'investissement. Enfin, comment tu le vois toi. Si tu te dis mais non moi je joue à ça global, d'une façon globale, donc forcément tu vas te diriger vers plus des indices larges, monde, même du S&P 500. Tu peux avoir, j'ai des connaissances qui ont que du S&P 500 dans leur ils ont une ligne dans leur portefeuille, c'est du S&P 500 parce que le S&P 500 il est aussi diversifié quasiment qu'un moins de questions finales du coup. Mais t'as moins de gestion, t'as peut-être t'as moins le côté je gère mon portefeuille, mais bon. Ouais, c'est même plus de la gestion quoi. C'est en gros, on revient au but primaire c'est d'être investi en action et le plus basiquement possible, c'est d'avoir une ligne, un ETF. C'est le plus basique à avoir et pas forcément le moins efficace, voire même il y en a, ils performent très très bien en n'ayant qu'une seule ligne d'ETF, hein, entre autres un S&P 500 par exemple. Ça suffit largement. Ouais, pas forcément. Mais pas forcément mensuel, en trimestriel ou semestriel, ça doit bien marcher aussi, non? Ah, tout à fait, complètement. Après, c'est vraiment adapté à la vie de chacun. Hein. On n'a pas forcément les moyens parce que il faut avoir aussi, faut pas se priver de quoi que ce soit quand on investit parce que sinon ça devient douloureux et on a vite tendance à vouloir soit y arrêter ou soit taper dedans quand il y en a besoin. Alors que c'était prévu pour 10, 15, 20 ans et exactement, tu vends au bout de 2 ans parce que... Tout à fait. Il vaut mieux démarrer plus bas, avoir un investissement plus bas, que ce soit mensuel ou quelle que soit la périodicité. Il vaut mieux avoir un investissement qui soit facilement
tenable de se dire ouais, je peux mettre 50 balles, 100 balles facilement, et ben vaut mieux le faire que se mettre un objectif à 500 € et de pas le tenir, puisqu'après il y a double effet quoi. T'es déçu de toi parce que tu t'es pas capable de tenir des engagements personnels et en plus de ça, tu risques de désinvestir au moment où il faut pas. Donc, il vaut mieux avoir tu vas le tenir, mais tu vas faire tellement de sacrifices dans ta vie perso que tu vas pas bien le vivre. Ouais, exactement. Tu verras ça plus comme une contrainte, alors que ça doit pas l'être, puisque là, on part sur de l'investissement sur plusieurs années, voire décennies. Et le but, c'est le but de tout investissement, hein, c'est d'avoir de la plus-value. On n'investit pas pour faire du livret A. Hein. Et le faire sans stress, le moins possible en tout cas. Ah, tout à fait. Hein. S'il y a du stress sur l'investissement très long terme, surtout en ETF, c'est qu'il y a un problème de gestion ou un problème de rapport avec l'argent. Quoi. C'est ça. Ou les deux. Soit on met trop, on se serre trop la ceinture, on investit trop, soit on n'a pas choisi les bons ETF, enfin, les bonnes cibles. Mais voilà, le but c'est pas de se prendre la tête, hein, faut que ça soit le plus indolore possible. Comme se dire, moi je mets 50 ou 100 €. J'ai discuté ça avec mon neveu pas plus tard que mercredi, qui est tout jeune, hein. Mais je lui disais, écoute, hein, dès que tu commences à travailler, essaye de une cinquantaine d'euros, c'est l'équivalent d'un gros abonnement téléphone. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Si on met de l'équivalence en face, 50 €, ou un restaurant, quoi. Un resto, une place de ciné et voilà, tu te dis, tiens, je vais faire au lieu d'y aller. Exactement, au lieu de le faire toutes les semaines, faut pas se priver, de ça non plus, mais. Exactement. Mais voilà, il faut garder les bonnes proportions. Après, quand on est jeune, on peut quand même plus se sacrifier pendant une courte période pour pouvoir investir et être un peu plus tranquille dans l'avenir. Ouais, tout à fait. Mais c'est plus dur quand on est jeune d'avoir du recul et de voir le très long terme. On pense quand même beaucoup, je veux pas généraliser, mais on pense quand même beaucoup au moment présent. Et c'est aussi une bonne chose. Il faut pas trop non plus sacrifier sur les sorties, sur les trucs importants quand on est jeune, quoi. Je place un maximum pour pouvoir être un peu plus tranquille à la retraite ou un peu avant quand même. Ouais, un maximum ou trouver le compromis, quoi. Mais après, chacun a son curseur, un endroit différent, quoi. Il y en a, il y a des personnes, ça les dérange pas sur 2000 € de salaire de mettre la moitié, 50%, voire plus. Ils s'en sortent très bien et ça leur va très bien. Hein. Mais voilà, mais chacun voit sa façon. Mais du moment que voilà, c'est facile à tenir, ça soit pas une contrainte, c'est le principal. Que ça soit d'ailleurs sur un investissement régulier ou sur n'importe quelle autre façon de voir les choses. Et peut-être ce qu'il voulait dire, c'est mettre... je viens de tilter en fait. Faire des sacrifices sur 3 mois, 6 mois, entre guillemets, ou 1 an, mais pas de très gros sacrifices à se rendre malade, pour bien amorcer, et ensuite y aller plus mollo, et ensuite y aller progressivement, monter la dose, mais vraiment amorcer sur les premiers mois, quoi. Quand on est jeune, on n'a pas forcément de loyer à payer, donc tout à fait. On va mettre la moitié de la paye placée, puis comme ça au moins on sait que plus tard ça va être bénéfique. Ouais, bien sûr. Beaucoup de mon âge, ils placent rien et je sais que dans quelques années ça va être compliqué. Ouais, complètement. Et alors après, par contre, il faut vraiment avoir l'idée que c'est sur du très long terme, parce qu'en fait, et non mais 60 ans. J'en ai tout à fait. Parce qu'en fait, si tu veux, il y en a, ils pourraient se dire, tiens, je mets 75% là-dedans, et puis dit mais au bout de 5 ans, en fait, il dit merde, j'en ai besoin et j'ai mis gros tout de suite, et puis je verrai dans 5 ans, peut-être que je pourrais m'en servir. Mais alors là, c'est l'erreur qu'il faut pas faire, quoi. Tu vois, parce que il suffit que tu investisses en ce moment, tu vois, t'es en phase montante dans les cours. Donc tu dis moi je mets gros maintenant, et en fait dans 5 ans les marchés sont un peu moins bien, et tu veux retirer un petit peu, et tu te retrouves à retirer au moment où tu fais de la moins-value. Et alors là c'est 5 ans, dommage. C'est pas une bonne période, c'est trop incertain. Parce qu'il suffit que tu aies une crise d'un an, 1 an et demi, que tu aies une conso de 1 an ou 2,
plus le temps de la remontée, t'as les 5 ans là quasiment. Ouais, tout à fait. Après, avant d'avoir ma plus-value, parce que là, je suis à 19% de plus-value, je suis resté plusieurs mois à moins 300, moins 400 euros. Ouais, bien sûr. Ça pique, c'est pas facile. Ouais, c'est dérangeant, c'est dérangeant. Je comprends. Après, on sait que après ça monte, mais d'un coup. En ce moment, ça marche bien, mais ça va pas durer comme ça. Il y aura forcément une baisse. Ah, mais complètement. Mais ça fait plaisir. Faut que tu raisonnes en nombre de parts, en quantité. Tu te dis, j'achète plein de parts pour plus tard. Tant pis si je passe sur un moins 10%. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin. Ouais. Bien sûr, quand tu vois moins 10% et moins 1000 euros, alors que voilà, t'as pas forcément au départ un salaire élevé et tout, t'as mis un peu des trucs de côté, t'as mis de l'argent de côté, t'as fait quelques petits sacrifices. Quand tu vois moins 1000 euros, tu te dis mince, je fais ça pour ça, quoi. C'est bien sûr que c'est embêtant. Mais il faut raisonner en nombre de parts qui vaudront bien plus cher dans bien plus longtemps. Par contre, 60 ans, je suis pas trop d'accord, parce qu'à 20 ans plus 60 ans, t'as 80. Non, je veux dire, je retirais pour la retraite, quoi. Ah oui, voilà, plus pour 50 ans. Je pense la majorité, peut-être avant, mais la majorité à la retraite. Comme ça, hop, je me barre aux Bahamas et je vis ma vie. T'as bien raison. Mais effectivement, et j'ai vu traîner quelques études qui disent en règle générale la probabilité d'être en moins-value au bout de 10 ans sur un portefeuille passif, elle est quasiment de 0. Ouais, donc en gros, vu un truc comme ça aussi. En gros, moi j'ai vu ça, mais c'est 30 ans. Ouais, j'avais lu ça genre sur le SP500. Ouais, c'est on parle sur des indices qui sont haussiers, quoi. Pas sur un choix d'action qui peut être plus ou moins hasardeux, quoi. Ouais, bien sûr, sur un indice large. Mais c'était la probabilité, je crois que c'était même sur le World. Hein. La probabilité d'être à 0, d'être en négatif, même en moins-value au bout de 10 ans, elle était proche de 0. Donc il faut être patient. Alors justement, ça me fait... Ouais, j'ai une question. Là, les marchés sont haussiers depuis un siècle. Sur les périodes de 20 ans, c'est haussier. Et du coup, c'est tout le temps haussier. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque qu'on se prenne 20-30 ans de baisse? Enfin, de baisse et de conso, quoi. Je casse un peu l'ambiance d'un coup. Mais... Ah non, pas du tout, mais tu as raison de te poser la question. Et d'ailleurs, ça rentre dans le cadre d'une gestion globale de patrimoine, en fait. Et voilà, et justement, et si ça devait arriver, est-ce que tu l'as prévu et comment tu vas le gérer, quoi? J'espère ne pas porter la poisse quand même en disant ça. Non, bien sûr. Mais la gestion, en fait, si tu veux, je le vois comme une gestion de risque globale du patrimoine, en fait. Parce que là, ça serait gênant si tu étais 100% de ton... Enfin, 100%. Je dis pas 100%, mais si la grosse partie de ton patrimoine investi était en action. Donc là, forcément, tu douillerais, quoi. Ouais, tu prévois qu'il y a aussi à côté de l'assurance vie, de l'immobilier, voilà, exactement. des liquidités sur des comptes même. Exactement. En gros, ouais, tout à fait. En gros, une gestion de patrimoine, elle doit être aussi diversifiée qu'une gestion de portefeuille en action, en gros, quoi. Mais on peut amortir le stress ou la perte avec d'autres actifs à côté. Il y en a, c'est un peu d'or. Je sais que il y avait un membre qui venait d'arriver où il avait investi en or pendant quelques mois, je crois. Et voilà, c'était sa façon de faire à lui et maintenant il veut se diversifier. Mais je pense que c'est plus une vision globale. Et les moins 20, admettons une sous-performance, doit être compensée par autre chose qui soit décorrélé, si possible. Donc en gros, oui, effectivement, on peut se prendre, si on a un patrimoine de 50 000 ou 100 000 en actions, il faut qu'à côté, pour moi, hein, ma façon de voir les choses, c'est qu'il faut qu'il y ait autre chose à côté qui vienne amortir la perte, quoi, parce que sinon, alors une fois peut-être que c'est bien amorcé déjà au niveau des achats d'ETF indiciels, peut-être pas commencer trop tôt ça non plus, la diversification, parce que du coup tu vas mettre moins d'argent dans les ETF et un peu plus dans le reste. Ouais. Et peut-être commencer à le faire plus tard, ça.
mais y penser, quoi. Parce qu'avec une capacité d'investissement qui théoriquement doit grandir au fur et à mesure des années, ce sera plus simple déjà à mettre en place. Et c'est quand même important de bien, ce qu'on disait tout à l'heure, de bien amorcer l'investissement action ETF indiciel, du coup, là, pour le coup. Ouais, tout à fait. Et peut-être attendre style, je sais pas, 5 ans, 10 ans avant de commencer ça, ou le commencer, mais à faible dose pour pas non plus trop diversifier dès le départ et perdre en perf ETF. Ouais, tout à fait. Et puis, il faut pas l'oublier que, quand on est propriétaire ou quand on veut devenir propriétaire de sa résidence principale, la RP rentre dans le patrimoine, hein, donc on peut être exposé aussi à de l'immobilier indirectement. C'est quoi l'ARP déjà? Ah, la résidence principale, ton habitation, quoi. Ah, d'accord. RP. Si t'es propriétaire de ton appart ou de ta maison, ça s'englobe dans ton patrimoine. Donc forcément, à un moment donné, tu seras propriétaire de ton habitation. Donc tu as un bien immobilier, même si c'est ta résidence principale, qui rentre dans ton patrimoine, puisque tu n'auras plus de loyer à payer. Donc forcément. Ouais, mais est-ce que ça compense? Tu sais, tout à l'heure tu parlais de compensation si voilà t'as, je sais pas, un gros portefeuille action qui se casse un peu la gueule, mais que t'as un patrimoine diversifié, mais tu vois en IMO et notamment dans ta résidence principale, tu vois, je suis pas sûr que ça compense vraiment. Non, ça compense pas la perte que tu vas avoir forcément, mais tu es obligé d'en tenir compte quand tu fais ton allocation globale de ton patrimoine. Ouais, c'est sûr. Parce que tu peux pas être. D'ailleurs, une grosse majorité de la population française est investie. Leur investissement pour eux, c'est de l'immobilier, de la pierre en dur. Ils voient l'investissement que par eux quand on discute, l'investissement pour eux c'est d'un apport en location, mais pas d'action, etc. C'est beaucoup plus abordable. Ouais, tout à fait. Déjà parlé, on utilise Finari tous les deux. Ouais. On voit tout de suite la représentativité de chacun de tes placements et de chacun de tes allocations. Moi, typiquement, parisien sur les logements, forcément, tu rajoutes l'appartement que j'ai en Pinal, et quoi. Ah c'est clair, bien sûr. Plus tu te rapproches dans des grandes villes et plus ta résidence principale pèse lourd dans ton patrimoine, c'est clair. De feuilles. Aujourd'hui, même si je suis un peu plus actif que toi parce que je suis de cherry picking, etc. Picking sur les actions et que je suis un peu en DCA que toi puisque là typiquement ce mois-ci j'en ai pas mis puisque j'ai 3 ETF qui sont qui sont entre le premier et le deuxième écart type mais au-dessus de la moyenne, donc j'ai pas renforcé ce mois-ci. Mais du coup si je prends les actions que j'ai, même si sur mon PEA ça représente une grosse partie, sur mon patrimoine en fait ça représente de mes fonds actions et ETF. Donc c'est 4%, et sachant que mes fonds actions et ETF représentent 4% de mon patrimoine global. Donc au final c'est 4% de 7%. Ouais, bien sûr. Mais effectivement, hein, le but global, c'est d'avoir une proportion globale de son patrimoine, c'est sûr. Moi, par exemple, j'équilibre avec de la SCPI, par exemple. Parce que tu préfères l'immobilier passif que l'immobilier actif, ou tu... Ouais, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est un souhait de ne pas avoir besoin de pas avoir de gestion ou même de la gestion déléguée à des agences. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler peut-être sur un autre vocal par rapport à de l'achat de la SCPI, mais effectivement, le but, ça serait de diversifier là-dedans, ouais, effectivement. C'est cher les parts de SCPI? Ça dépend ça dépend lesquels en fait, hein, mais tu peux en avoir à partir de 100, 200 euros. Et tu peux même faire des plans d'investissement comme un DCA automatique. Tu as des SCPI qui te proposent des plans d'investissement comme Quorum, je crois. Quorum te propose d'investir tous les mois une somme d'argent et équivalent à un DCA, quoi.
Et t'es propriétaire petit à petit de parts de SCPI. Mais et puis tu touches des dividendes équivalents. À eux, c'est mensuel. Je touche des loyers mensuels de Quorum, par exemple. Mais et de façon passive. Alors c'est pas aussi rentable et aussi performant que l'immobilier en direct, mais c'est une gestion passive, tout comme un portefeuille d'ETF. Moi, ça me convient complètement parce que j'ai pas besoin de m'occuper de locataires ou même d'agences immobilières. C'est une autre façon de voir les choses. Je préfère sacrifier, je le marque assez souvent, je préfère sacrifier un peu de performance et me rajouter du temps. C'est encore une question de temps. Ouais. Non, mais t'as pas tort. Après, moi j'ai de l'IMO. Si tu vois, si tu gères avec une délégation via une société, tu vois, qui gère tout ce qui est loyer, locataire et tout, c'est assez transparent. Oui, tout à fait. Ça peut être assez transparent. Je dis pas parce que après moi, là, dans mon cas de figure, j'ai pas eu de galère avec un locataire, quoi. Mais genre depuis, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, je reçois les loyers de la part de la société de gestion. Et mais par contre, voilà, elle te prend un certain pourcentage pour gérer et pour que ça soit quasiment transparent pour le propriétaire. Tu peux même passer par une société de gestion sans jamais voir ton bien, je crois, hein, sans te déplacer, rien, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Il y en a qui le font, hein. T'achètes un Pinel assez loin de chez toi, tu vas pas faire 700 bornes. Ouais, voilà. Ça, c'est sûr. Moi, typiquement, t'arrives à retomber sur des performances assez correctes, même en passant par une société de gestion. Je crois que je suis à 4 et quelques pourcents. Ouais. Ok. Alors on arrivait à peu près à deviner, mais là, ça commence à être compliqué. Ah, attends, bouge pas. Ça fatigue, c'est vendredi soir, et même la connexion, elle fatigue. Ouais, c'est la fin de la... Vous connaissez des sociétés de gestion, du coup? Bon, là, on fait un peu du hors-sujet, mais... Tu parles... Ouais, tu parles des sociétés qui gèrent pour toi tout ce qui est gestion locative, c'est ça? Ouais, c'est ça. Gestion d'entretien. Bon, la plupart du temps, c'est des agences IMO qui font ça. Moi, je suis chez Next City, moi. Ouais. Okay. Ah, mais il y a des groupes spécialisés quand même aussi, non? Peut-être. Oui, il y a quand même, je pense, des entreprises plus ou moins grandes spécialisées dans ça, quoi. Ouais. Alors, regarde, je reviens sur la performance. Mine de rien, si tu regardes certaines, alors oui, là on fait du hors sujet, mais si on regarde certaines SCPI nouvellement créées, donc là, tu vois, je viens d'investir sur Hirokozen. Hirokozen sort du 7%, 7% de performance avant impôt, bien sûr. Hein, on parle avant impôt. Donc, mine de rien, pour de la gestion complètement passive, même si toi aussi c'est passif, c'est pas si mal que ça en fait. Mais moi, par contre, tu vois, je paye pas d'impôt sur mes loyers parce que je suis en LMNP. Ah oui, donc j'amortis tous mes loyers. Ouais, t'es en déficit, ouais. Ouais. Donc c'est pas mal aussi. Ouais, t'amortis tous tes travaux, tes frais que t'as eu sur ton IMO. Ouais. Non, c'est même pas les frais, c'est l'appartement en lui-même, tu peux l'amortir sur 20 ans, quoi. Si tu regardes le fichier Excel que je t'avais donné, Mika, c'est sur le LMNP, là. C'est l'amortissement de ton bien. En fait, tu le décomposes sur la structure, on va dire. Tu as une partie qui représente la structure, une partie qui représente tout ce qui est électricité, etc. Ouais. Et en fait, tu amortis sur des périodes différentes. Et moi, c'est dans le fichier que je t'avais envoyé. En gros, j'amortissais 4500 € par an. Et forcément, quand tu retires 4500 € à des loyers, c'est énorme, quoi. Ouais, bien sûr. Et tu te retrouves, tu te retrouves facilement en déficit foncier. Maintenant. Bah ouais, et en plus c'est reportable. Selon des règles de calcul qui sont détaillées dans le fichier que je t'ai donné, mais c'est reportable. Et en gros, j'ai eu un LMNP pendant 7 ans.
j'étais en déficit tous les ans, quoi. Et un déficit reportable pendant 12 ans. Donc, Ouais, bien sûr. à un moment donné, jamais tu payes d'impôt là-dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Et en plus, ton bien, il prend quand même de la valeur aussi. Ouais, bien sûr. Ok. Mais Bon, je pense par contre on va Ouais, stopper. ça fait 2 heures en fait. Du coup, pour Ouais, moi, ça Nico, ira. Vous Nico, pouvez il faire va. l'after si vous voulez, mais. Ouais, non, on reparlera peut-être de SCPI, Ouais. d'investissement passif en immobilier plus tard. En tout cas, je vous remercie quand même d'avoir été présent et d'avoir suivi la vidéo qui est peut-être, je sais pas si j'ai été bafouilleur ou j'en sais rien. Bref. Non, c'est Alors bien. sur la forme, pour moi, nickel, et sur le fond, je pense avoir à peu près tout compris. Donc, Ça manquait un peu de PAB, mais sinon c'était bien. Un manque de PAB, mais sinon c'était bien. Ah Un jour, il y en a. non mais ça je t'ai déjà dit, j'en ai rien à foutre. Mais d'accord, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé et puis Non, mais ce qui pourrait être bien, oui. je pense, peut-être pour les prochains vocaux, c'est peut-être, je trouve ça bien de présenter, tu vois, certains sujets comme ça. Mais la prochaine fois, on pourrait, tu vois, discuter un peu plus concrètement chacun de nos portefeuilles, comment on voit les choses, quoi. Une sorte de table ronde, quoi. Enfin, je crois que c'est le week-end pour certains. Hein. C'est la guerre pour la télé. C'est la guerre pour la télé. La guerre. Bon courage. Écoutez, merci beaucoup. Et puis ouais, de toute façon, ouais, pardon. On pourra faire justement des. Bon, on en a déjà fait, hein, des Discord vocaux, on va dire libres, quoi. Chacun parle un peu de. Oui. Alors, est-ce qu'on le fait sur un sujet des fois, quand on le détermine, ça part vite en hors-sujet, de toute façon. Ouais, tout à fait. Si un jour, il y en a un sur mais c'est bien des l'immobilier, fois que ce soit cadré comme aujourd'hui pour vraiment faire. Oui, c'était. Je reviens avec. Je sais plus ton prénom, LDO Pedro. C'est comment ton. Pardon? Gabin, mon prénom. Ok, Gabin. Eh ben, écoute, oui, c'est prévu. Je sais pas si ça intéressera du monde, mais voilà, j'ai envie de prévoir un quelque chose sur de l'investissement IMO, même de façon passive, où on peut dériver aussi sur. Alors on peut refaire un sujet à thème comme là, du coup sur l'IMO. Au fait, est-ce qu'au niveau ETF, tu veux refaire une session sur des trucs que tu n'aurais pas dit? Non, je pense qu'il a raison. Je pense que là, c'est pas mal, non? Oui, puis je pense qu'il a raison, Julien. Ça sera aussi constructif de parler après de différents portefeuilles ou de stratégies qu'on peut utiliser, pourquoi on peut surpondérer certains secteurs, etc. quoi. Ok, mais toujours dans l'ETF du coup. Oh ben non, pas forcément, mais je veux dire par rapport à si on traite d'un sujet spécifique, ou oui, pourquoi pas, mais sinon si c'est une table ronde, on peut avoir des questions diverses. Après, tu sais, ça peut être une table ronde une fois toutes les 2 semaines, open bar, hein, tu vois. Ouais, chacun se prend un petit apéro. Et puis, c'est ce qu'on faisait. Puis on discute de tout et de rien. C'est pour ça que je commence à raconter des conneries, c'est que je m'en suis déjà au 3e verre déjà, alors ça commence à... C'est tout. Il est 19h par contre. Ah mais il n'y a pas d'heure, c'est fini, je regarde plus l'heure. Parce que, tu sais, ouais, moi j'ai quelques... Bah là, j'avais une petite question. Tu sais, j'ai posé sur le forum là, qui avait accès au classement des meilleurs rendements des ETF sur Cantalis. Parce que tu sais, sur Cantalis, tu peux... Vu, ça, ouais. Et j'ai l'impression qu'il faut s'abonner sur Cantalis pour avoir accès à tous leurs outils. Ouais, ils demandent... ouais. Ah oui, il y a des comptes pro hein, sur Cantalis. Hein. Alors, je sais pas si dans la commu, il y en a qu'on payé... Ah, je suis pas sûr. Hein. Je crois pas... J'en ai pas vu traîner des personnes qui avaient un compte payant sur Cantalis. Après, je sais pas combien ça coûte, franchement. Voir dans client. Par contre, ça, tu lui fais faire des heures sup. Hein. Tu l'as relancé aussi par la même occasion. Non, mais effectivement, ouais, ça va faire des heures sup. Mais on regardera ça à un autre moment, t'inquiète pas. On peut faire une session pour ça. Enfin, après, vous pouvez rester encore une fois. Mais... Non. Moi, je vais vraiment pas tarder. Ouais, moi aussi. Moi aussi, pareil. Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas, et puis à très bientôt. Hein. Bah, merci à toi surtout d'avoir bien préparé le truc, ça a été clair, en tout cas pour moi, et je pense que pour les autres aussi. Et voilà, du coup, il y a eu quelques questions, c'était bien quoi.
Eh ben, pas de souci. C'était avec plaisir. De Merci, même. Michael. Merci Bonne soirée. à Merci, tous. bonne Ouais, soirée. merci. Bonne Allez. soirée et à bientôt. Ciao. Salut.